Il y a 4 ans, lorsque ma mère est décédée, elle m'a laissé un vieux VUS dans son testament. La maison, les économies, même ses derniers mots de bénédiction, elle les a tous donnés à mon frère aîné. Je me souviens encore du jour où je me suis éloigné silencieusement de la maison qui avait abrité mon enfance, les mains vides. Personne ne m'a fait ses adieux, personne ne m'a demandé de rester. Et c'est cette froide indifférence de mon frère après la mort de maman qui m'a appris à me débrouiller seul, sans personne sur qui m'appuyer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé un nouveau voyage. Si vous avez déjà été chassé de l'endroit que vous appeliez autrefois votre famille, écoutez cette histoire, peut-être y verrez-vous une partie de vous-même. Il y a des années, la neige recouvrait le porche et la rue devant la maison la veille de Noël. La maison que je partageais avec ma mère, l'ancienne maison familiale, était illuminée tôt. L'odeur des biscuits à la cannelle, de la viande rôtie et d'un arbre soigneusement décoré emplissait l'air. Tout était aussi plein et festif que chaque Noël auparavant. Je m'appelle Noah Green, j'ai 30 ans et je vis toujours là-bas après le décès de papa, en partie parce que c'était près du travail, mais surtout pour rester près de maman alors que sa santé commençait à décliner. Mais même si nous vivions sous le même toit, je ne me suis jamais senti présent à ces réunions de famille. Au lieu de cela, Lucas, mon frère aîné, était toujours celui que tout le monde attendait. Il est arrivé en retard, bien sûr, mais est entré comme s'il était le maître des lieux, costume sur mesure, montre clinquante, une bouteille de vin coûteuse à la main, et ce genre de confiance qui remplissait l'espace. « Maman, il faut que tu goûtes sa édition limitée, directement de Bordeaux, a-t-il annoncé. Maman a rayonné et l'a pris dans ses bras. Quelques parents se sont précipités vers lui comme s'il était une célébrité. Et moi ? Je suis sorti de la cuisine, portant toujours mes maniques, j'ai hoché la tête et j'ai souri à tout le monde. Personne ne l'a remarqué, ils étaient habitués à ma présence, comme si je faisais partie du décor. Pas besoin de demander, pas besoin de présenter. Au dîner, j'ai pris ma place habituelle au bout de la table. Lucas était assis en face de maman, juste sous le lustre. Pendant le repas, il n'a cessé de parler des marchés, des startups qui le courtisaient et de sa nouvelle Tesla. Pour les avantages fiscaux verts, a-t-il dit à mi-chemin du dîner. Il a incliné son verre de vin et s'est tourné vers moi, élevant suffisamment la voix. Joyeux Noël à tous. À la réussite, aux avancées. Et puis, certains d'entre nous restent humbles, vivent toujours chez maman, conduisent toujours ce vieux VUS. Mais bon, tant que tu es heureux, Noah. Un cousin du côté de papa a laissé échapper un rire, quelques yeux se sont tournés vers moi, pleins d'une sympathie maladroite. J'ai souri et j'ai levé mon verre vers lui. Mes lèvres se sont courbées, mais ma main serrait le verre comme si c'était la seule chose solide dans cette pièce. Maman n'a rien dit, elle a juste donné une autre part de tarte à Lucas et a dit calmement, « Tu as grandi. Continue d'avancer. » D'accord. Personne ne s'est tourné vers moi. Je vis toujours dans cette maison, mais toute cette soirée, je ne me suis pas senti comme un membre de la famille, je me suis senti comme un invité, autorisé à être là mais jamais vraiment partie intégrante. Dès mon jeune âge, j'ai compris que je ne pouvais pas surpasser mon frère aîné non pas parce qu'il me l'avait dit, mais à cause de la façon dont nos parents me regardaient chaque fois que je faisais quelque chose de mieux que lui. Quand j'avais 9 ans, je suis arrivé accidentellement en tête en cours de mathématiques, tandis que Lucas, qui avait 11 ans à l'époque, n'a obtenu que la 3e place au concours scolaire. J'ai ramené mon certificat à la maison, excité, et je l'ai remis à maman. Elle l'a à peine regardé avant de dire, « Ne fais pas tout un plat. Concentre-toi simplement sur la régularité, d'accord ? Ne fais pas sentir mal ton frère. » Je n'étais qu'un enfant de 9 ans, mais cette phrase m'est restée non pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle était si légère qu'elle a glissé au-delà de mon cœur et s'est installée profondément à l'intérieur comme de la poussière, silencieuse, persistante, impossible à secouer. Au fil du temps, j'ai réalisé quelque chose, être exceptionnel était un privilège réservé à Lucas dans cette maison. Si j'obtenais quelque chose, cela n'avait d'importance que si cela n'éclipsait pas sa lumière. Petit à petit, j'ai cessé d'essayer d'être meilleur, j'ai cessé de demander plus, j'ai cessé d'espérer être plus aimé. Cette peur est devenue un instinct, j'ai commencé à protéger ma joie, de peur qu'elle ne devienne accidentellement une épine dans le pied de quelqu'un d'autre. Et moi, autrefois un petit garçon vif, je me suis tranquillement transformé en un garçon timide. J'ai été choisi pour le groupe de spectacle de l'école quand j'avais 12 ans, le professeur a même dit que j'avais une voix unique, mais je l'ai refusé. J'ai dit que j'étais trop occupé avec le tutorat. La vérité était que j'avais peur que Lucas l'apprenne, peur que nos parents se retrouvent encore une fois au milieu,
faisant semblant que ce n'était rien de remarquable. Des années ont passé, et je me souviens encore de ce que j'ai ressenti lorsqu'un parent demandait « Et Noah ? Qu'est-ce qu'il fait ces jours-ci » Et maman donnait la même brève réponse « Il va bien. » Ce n'est pas du genre tape à accent grave-l'œil, mais c'est un bon garçon. C'est tout. Je n'étais jamais celui dont on parlait avec fierté, ce n'était jamais le premier nom qui sortait lorsqu'il était temps de comparer ou de célébrer. J'ai appris à me rétrécir dans chaque histoire non pas par amertume, mais parce qu'on m'avait appris que ma présence ne devait jamais être plus que suffisante. Puis, près d'un an après ce dîner de Noël, après la nuit où Lucas s'est moqué de moi à table, ma mère est décédée. Elle est décédée un matin d'automne. Les médecins ont dit que c'était un accident vasculaire cérébral, elle s'est effondrée dans la cuisine, juste là où j'avais l'habitude de la voir chaque matin, verser du café et grommeler sur le prix des œufs qui avait augmenté. C'est moi qui l'ai trouvée. Lorsque j'ai ouvert la porte, l'odeur du café persistait, la lumière de la cuisine était toujours allumée, mais la pièce était étrangement froide. J'avais 31 ans, mais je ne me souviens pas comment j'ai réussi à appeler les secours. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être assis dans la salle d'attente, les mains tachées de café renversé de la tasse cassée, celle qu'elle n'a jamais pu boire. Elle est décédée rapidement, sans douleur, c'était le seul réconfort que les médecins pouvaient m'offrir. 3 jours plus tard, les funérailles de ma mère ont eu lieu au simple, comme elle le souhaitait, pas de chichi, pas de drame, pas de larmes. Lucas est revenu à temps pour l'enterrement, arrivant directement au cimetière dans une voiture privée, portant un manteau noir parfaitement taillé et des lunettes de soleil sombre, malgré le ciel couvert. Je n'étais pas surpris, c'était Lucas, qui faisait toujours son entrée. Un mois après la mort de maman, nous avons appris que son avocat devait nous rencontrer pour examiner son testament. Et ce jour-là, j'ai senti quelque chose bouger en moi, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le jour où le testament a été lu, nous étions assis dans le salon où maman gardait son vase de chrysanthème blanc et la pelote de laine à moitié terminée de son crochet. La pièce était silencieuse. Oncle James, le frère cadet de mon père, était également là. Il était assis à côté de moi silencieusement, comme il l'avait toujours fait depuis que j'étais petit. Il n'avait pas besoin de dire un mot, sa simple présence suffisait. Une fois que tout le monde s'est installé, l'avocat a ouvert le dossier et a commencé à lire d'une voix régulière, « Madame Hélène Green lègue tous ses biens, y compris la maison familiale, le compte d'épargne et les actions du fonds de retraite, à son fils aîné, Monsieur Lucas Green. » J'ai entendu chaque mot, pas une syllabe n'a été manquée. Sans s'arrêter, il a poursuivi, « Quant au reste du testament, Madame Hélène souhaitait laisser à son deuxième fils, Monsieur Noah Green, un Toyota Highlander VUS 2008. Après avoir annoncé ce qu'il me restait, je n'ai rien dit, aucune réaction, aucun signe de tête, aucun mouvement de tête. Tout ce que j'ai ressenti, c'est que maman me jouait une blague. J'ai regardé la chaise vide près de la cheminée où elle avait l'habitude de s'asseoir et de tricoter des pulls pour l'hiver, celle où elle me rappelait de tirer les rideaux tôt pour laisser entrer la lumière du soleil. Cette maison, celle dans laquelle j'avais vécu de fond en comble, avait maintenant un nouveau propriétaire légalement, proprement, froidement. Puis, de nulle part, Lucas s'est tourné vers moi, a haussé les épaules comme si tout cela était parfaitement logique, et a dit « Maman savait que je pouvais m'en occuper. Je vais garder cette maison en bon état. » Je n'ai pas répondu au non, pas parce que j'étais choqué par ces paroles chargées, mais parce qu'au fond, je savais que cela allait arriver depuis longtemps. Je n'espérais pas plus, j'espérais, ne serait-ce qu'une fois, de ne pas être celui à qui on donnait ce qu'il restait. Mais il s'avère que même la mort de maman n'a pas changé ma place dans cette maison. De retour dans la pièce, oncle James était assis à côté de moi du début à la fin, silencieux tout le temps, même lorsque l'avocat a fermé le dossier et s'est levé pour partir. Il n'a rien dit. Puis, soudainement, il s'est penché en avant, a regardé droit dans les yeux de l'avocat et a parlé d'un ton égal, bien que le sarcasme était difficile à manquer, pas de note. Pas même une ligne comme « Désolé, Noah, j'ai oublié que tu étais celui qui vivait avec moi pendant mes dernières années. » Personne n'a osé rire. Lucas s'est légèrement déplacé sur son siège, évitant le regard d'oncle. Oncle a poussé un long soupir, a secoué la tête, puis a continué, se tournant cette fois vers Lucas, calme mais ferme, « Tu crois que le fait d'avoir ton nom sur un bout de papier suffit pour réclamer une maison, et tu penses que le frère qui est resté avec ta mère jusqu'à la toute fin ne mérite même pas la moitié de tout ça ?» À ce moment-là, Lucas s'est penché en arrière, les bras croisés, et a laissé échapper un léger rire. Je n'ai rien pris. Maman a fait son choix, elle m'a fait confiance. Je ne fais que suivre ses souhaits. Oncle a hoché lentement la tête, mais en se levant,
il m'a regardé et a dit, d'une voix ferme, comme pour envoyer quelqu'un en voyage, « Tu n'es pas seul dans tout ça, Noah. » Puis il s'est retourné vers Lucas et a ajouté une dernière phrase, calme mais lourde, et puis, être l'élu ne signifie pas toujours que c'est celui qui le mérite. 2 jours après la lecture du testament, Lucas est retourné à la maison comme si c'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps de récupérer. Il a emménagé dans la chambre principale, a réarrangé le vieux bureau de papa, a fait venir une équipe pour prendre des mesures pour les rénovations, et a même fait changer la serrure du portail arrière sans jamais me demander. Je vivais toujours là, mais je savais que je ne faisais que rester temporairement. Puis, une semaine plus tard, je suis rentré chez oncle James. En entrant, Lucas était là, tenant un dossier. Il a parlé d'un ton aussi décontracté que s'il lisait le règlement du voisinage, ce sont les papiers de propriété de la maison. Je transfère tout à mon nom. Maman ne t'a rien laissé ici, donc je pense qu'il est préférable que tu commences à prendre des dispositions pour déménager bientôt. Je l'ai regardé pendant 3 secondes, je n'ai rien dit. Je n'ai pas demandé pourquoi, je n'ai pas fait de blague, je ne me suis pas donné la peine de faire semblant d'être surpris ou blessé. Tout se passait exactement comme prévu. Et peut-être qu'il ne supportait pas le silence, car il a ajouté, « Une semaine suffit ?» J'ai hoché la tête. C'était tout. Je n'avais pas besoin de toute la semaine qu'il m'offrait, j'avais déjà commencé à me préparer à cela dès que le testament a été lu. Ce soir-là, j'ai rangé mes vêtements dans une valise pas grand-chose, juste l'essentiel, documents personnels, 2 livres non lus et la trousse de réparation automobile que maman m'avait achetée. J'ai laissé tout le reste derrière moi, y compris la chambre que j'avais repeinte en blanc pour elle juste au printemps dernier. Je pensais qu'au moins, quelque chose rendrait difficile le départ, une vieille photographie, un regard persistant, ou peut-être juste un objet que je ne pouvais pas supporter de laisser partir. Mais il n'y avait rien. Et c'est ce vide, ce sentiment silencieux et creux, qui m'a le plus frappé. Le lendemain, j'ai quitté la maison où j'avais vécu pendant près de 31 ans. Il avait neigé toute la nuit, recouvrant le toit de ma voiture et glaçant les arbres arqués sur le porche. J'ai tiré ma valise en bas des marches avant, ses roulettes grinçant sur la neige sèche, laissant des traces dentelées et tordues froides et inégales, comme le rythme de ma respiration. Je suis parti à pas légers mais le cœur lourd. Et dans ce silence enneigé, j'ai réalisé que certains endroits que vous appeliez autrefois votre maison ne deviennent finalement que l'adresse postale de quelqu'un d'autre. Ensuite, je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Il a toussé doucement dans l'air blanc pâle, mon souffle a embué le pare-brise fin, flou et disparu en quelques secondes, tout comme le souvenir dont je venais de m'éloigner. Je ne suis pas allé loin. Oncle James a ouvert la porte dès que j'ai appelé. Il n'a pas beaucoup demandé, et je suppose qu'il savait déjà ce qui se passait. Il était là, chemise déboutonnée, tenant toujours une tasse de café à moitié pleine, et s'est écarté pour me laisser, de retour d'une rapide course aux épiceries, rouler ma valise à l'intérieur et la laisser près des escaliers. L'air de sa maison était plus chaud que je ne m'en souvenais, non seulement chaud à cause de la chaleur, mais chaud comme du vieux bois, du thé refroidi et le confort silencieux des hommes qui vivent seuls mais ne sont jamais seuls. Je me suis assis sur le canapé, toujours vêtu de mon manteau. Oncle n'a pas beaucoup parlé, il a juste pris place en face de moi, a posé son café et a dit, d'une voix basse et régulière, « Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. » Je comprends. J'ai hoché la tête non pas par politesse cette fois, mais parce que je n'avais vraiment plus rien à expliquer. Le silence qui a suivi a été long, mais d'une certaine manière, il était juste. Après un moment, il a dit, « Certaines personnes pensent qu'elles ont tout gardé, mais elles ont perdu la seule chose qui compte le plus. » Je n'ai pas demandé qui il voulait dire, il ne m'a pas regardé, il a simplement gardé les yeux fixés sur l'espace devant lui. Comme il a continué, « Tu n'as pas besoin de le dépasser, tu n'as pas besoin de le battre, tu as besoin de savoir qui tu es et d'être capable de vivre avec ça. Cela seul te place devant la plupart des gens. » Cela m'est resté. Ce soir-là, j'ai emménagé dans la vieille chambre du grenier. Il y avait un bureau en bois rayé près de la fenêtre, quelques affiches écaillées et une ampoule jaune tamisée qui bourdonnait doucement. Rien de tout cela n'était neuf, et pourtant la pièce ne semblait pas inconnue, même si c'était ma première nuit. On aurait dit qu'elle m'attendait. J'ai allumé la lumière, ouvert mon ordinateur portable, ouvert le plan d'investissement que j'avais commencé l'année dernière mais que je n'avais jamais terminé, je me suis redressé et j'ai posé mes mains sur le clavier. Je n'avais plus nulle part où retourner, mais j'avais encore un endroit où recommencer. Depuis le jour où j'ai quitté cette maison, je n'ai jamais eu l'intention de me venger de qui que ce soit. Je ne cherchais pas à organiser un grand retour pour faire en sorte que les gens me remarquent.
J'avais juste besoin de sortir de l'ombre de mon frère, et plus important encore, j'avais besoin de vivre comme un homme ordinaire ayant le droit de diriger sa vie. Le jour, je travaillais dans une petite société d'études de marché, le soir, je lisais tout ce que je pouvais sur les finances personnelles, j'étudiais les forums d'investissement et je prenais des notes sur des parcelles de terrain négligées ayant un potentiel discret. Je n'en ai parlé à personne, mais oncle James lui, il le savait. Un soir, il est entré alors que j'étais en train d'accrocher une carte au mur de ma chambre, y marquant des points rouges dispersés. Il est entré en tenant une bière froide et m'a donné un regard aussi léger qu'une brise. Autrefois, je faisais la même chose, a-t-il dit, sauf qu'au lieu de Google Maps, nous avions ces cartes pliantes en papier, froissées à mort, les bords blanchis par le frottement à force de les feuilleter. J'ai ri. Il n'a rien dit, mais il a compris. Et puis il a commencé à me montrer des choses que je ne pouvais pas apprendre dans les livres. Quelques instants plus tard, il a ajouté, sa voix ferme et claire, « N'achète pas les endroits qui sont trop bon marché, Noah. Ils sont bon marché pour une raison où personne ne veut y vivre. Regarde où les gens commencent à déménager, pas où ils disent que les choses vont grandir. » Je me suis tourné vers lui, surpris par le poids de ce seul conseil, et puis j'ai réalisé qu'il ne me regardait pas simplement recommencer, il s'assurait discrètement que je savais comment faire. J'ai commencé à sortir avec oncle James pour regarder le terrain. Dans les jours qui ont suivi, nous sommes allés en banlieue le week-end, visitant des quartiers en plein développement. Il ne m'a pas appris avec la théorie, il m'a appris à lire un lieu à travers son rythme, ses habitants et la façon dont la vie se déplaçait dans et autour de lui. Le premier terrain que j'ai acheté était près d'un petit parc industriel ou abordable, bien dans les limites des économies que j'avais constituées en 2 ans, plus une garantie de crédit d'oncle James. À l'époque, je pensais avoir pris la bonne décision, jusqu'à ce que la ville modifie les plans de zonage, que le projet d'autoroute prévu soit reporté indéfiniment et que les locataires déménagent. J'ai perdu tous les bénéfices escomptés, j'ai presque dû vendre à perte. Ce soir-là, j'étais assis dans la cour d'oncle, regardant les chiffres rouges sur une feuille de calcul, le cœur lourd. Il est sorti tranquillement. Je n'ai pas demandé combien j'avais perdu, il s'est juste assis à côté de moi et a allumé une cigarette. « Tu viens de terminer ta première vraie leçon, » a-t-il dit, coûteuse mais qui vaut le coup. J'ai laissé échapper un rire sec. Oui, coûteuse est une façon de le dire. Il a hoché la tête, aussi calme que jamais. Mieux vaut se tromper quand on est fauché, a-t-il dit. Les erreurs ne font que faire mal alors, mais si tu attends d'avoir construit quelque chose, jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent réel sur la table, une erreur peut te coûter tout. Après cet échec, je n'ai pas abandonné. J'ai pris la leçon à cœur et j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai changé ma façon d'évaluer la valeur et j'ai appris à affecter le capital judicieusement, sans jamais tout mettre dans un seul panier. J'ai engagé des conseillers juridiques, j'ai appris à créer des sociétés écrans, j'ai acquis des terrains auprès de propriétaires ayant besoin d'argent rapidement, j'ai restructuré les propriétés et je les ai louées ou vendues stratégiquement. 3 ans plus tard, je n'étais pas riche au pas selon les normes de la plupart des gens mais j'avais des actifs tangibles, quelques parcelles de terrain propres, 2 petites maisons locatives et un logement préfabriqué entièrement occupé à la périphérie de la ville. Je vivais toujours dans la chambre du grenier chez oncle James, je dînais toujours à la vieille table en bois, je changeais toujours les ampoules lorsqu'elles scintillaient. Je n'avais pas besoin de déménager pour prouver que j'avais réussi, j'avais juste besoin de me réveiller chaque matin en sachant que personne ne pouvait me dire où aller, quoi faire ou comment vivre. Et pour moi, cela signifiait que j'avais déjà parcouru un long chemin depuis l'ombre dans laquelle je vivais. Je ne sais pas si Lucas l'a jamais remarqué, mais depuis le jour où je suis parti, il n'a jamais appelé au pas une seule fois, pas d'appel téléphonique, pas de message, pas même un simple « Comment vas-tu ? Où habites-tu maintenant ?» Encore une fois, peut-être n'a-t-il jamais ressenti le besoin de le savoir. Pour lui, je n'avais jamais été quelqu'un qui valait la peine de prendre des nouvelles, juste une ombre mineure passant à travers les projecteurs de sa grande et brillante vie. Pendant que j'apprenais à construire les choses lentement, un pas régulier à la fois, il fonçait comme si la vie était une scène faite pour un seul rôle principal. Et comme chaque acteur principal qui insiste pour écrire son propre scénario, tôt ou tard, ils arrivent à la partie où ils trébuchent sur leurs répliques. J'ai entendu dire que Lucas avait commencé à investir dans l'immobilier grâce à un vieil ami de maman. Il a simplement investi de l'argent dans quelques sites de pré-développement qui n'ont même pas encore obtenu le zonage. De plus, il a contracté un gros prêt pour ouvrir un café-atelier d'art hybride, le genre de concept polyvalent dont tout le monde parle dans les vidéos courtes. Je n'étais pas surpris, Lucas a toujours été doué avec les mots, bon pour créer une image,
est très doué pour brûler de l'argent sur des choses que la plupart des gens essaient encore de décider si elles en valent la peine. Oncle James l'a aussi appris, mais il ne m'a rien dit, aucun jugement, aucun commentaire, juste le silence, le genre qui vous permet de tirer vos propres conclusions. Un frais matin de week-end, Oncle James portait une chemise habillée convenable, le genre qu'il portait rarement, et s'est dirigé directement vers la maison de Lucas. Lucas l'a accueilli avec ce sourire confiant familier, le parfum d'une eau de Cologne coûteuse, un polo ajusté et une offre de thé excessivement polie. Ils se sont assis sur le porche, l'air était calme, le vent de début de saison caressant des rangées soignées de plantes en pot, alignées comme tout le reste dans la vie de Lucas, soigné, élégant, et peut-être un peu trop mis en scène. Oncle ne s'est pas préoccupé des banalités. J'ai entendu dire que tu avais élargi tes investissements. Ça doit te tenir occupé. Lucas a versé le thé, détendu comme toujours. J'ai tout sous contrôle, oncle. Tu sais comment ça se passe si notre génération hésite, on rate notre chance. Oncle a hoché la tête et a pris une petite gorgée, a posé la tasse, ses yeux se sont attardés sur la rangée d'arbres au bout du jardin. Laisse-moi te poser une question, a-t-il dit calmement, est-ce que tu fais tout ça parce que tu y crois, ou parce que tu as peur que quelqu'un derrière toi puisse prendre de l'avance si tu ne le fais pas? Lucas a fait une pause pendant une demi-seconde, puis a laissé échapper un petit rire et a incliné la tête, écartant la question. J'ai mon plan. Chacun a sa façon de prouver sa valeur. Oncle s'est tourné vers lui, ses yeux fermes rencontrant les siens, pas en colère, pas dur, juste vif avec une clarté silencieuse. Si quelqu'un fait quelque chose juste pour prouver un point, alors ce point est généralement la première chose qu'il perd. Lucas a laissé échapper un court rire, a étiré ses bras et s'est levé. Je comprends que tu t'inquiètes pour Noah, mais je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Quoi qu'il fasse, c'est son affaire. J'ai ma voix. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Inquiète-toi pour ton garçon d'or, oncle s'est également levé, époussetant sa manche et ajustant ses poignets. Bien sûr, chacun a sa voie. Souviens-toi juste que toutes les voies ne mènent pas quelque part qui vaut la peine d'y aller. Et sur ce, il s'est retourné et s'en est allé au pas un autre mot. Ce soir-là, lorsqu'oncle est rentré à la maison, j'étais à table, en train d'ajuster le plan financier d'une nouvelle propriété que j'étais sur le point d'acheter. Il a posé ses clés sur la table, a enlevé son manteau et s'est versé un verre d'eau. Je n'ai pas demandé, il n'a pas offert. Il s'est assis tranquillement, ses yeux portant ce regard usé comme s'il venait de quitter un endroit plein de paroles mais dépourvu de véritable écoute. Avant de monter à l'étage, il m'a regardé et n'a dit qu'une seule chose, certaines personnes ne croient en elles que lorsque tout autour d'elles est encore debout, mais une fois que les choses commencent à trembler, c'est là qu'elles réalisent qu'elles n'ont jamais vraiment eu rien de solide à quoi se raccrocher. Après cette période, j'ai cessé de prêter beaucoup d'attention à Lucas. De temps en temps, des nouvelles à son sujet me parvenaient comme une brise froide fine, distante, ne valant pas la peine de s'y accrocher. Mais un matin, j'ai reçu un court message de Madame Linda, une vieille amie de maman qui habitait près de notre ancienne maison. Lucas va-t-il bien? J'ai vu quelqu'un d'autre conduire sa voiture récemment, et cette belle moto qu'il avait semble être en vente dans le groupe de quartier. J'ai regardé le message pendant un moment, puis j'ai répondu « Merci ». Peu de temps après, j'ai vu l'adresse de l'ancienne maison de maman, la maison où j'habitais autrefois, celle dont j'ai été expulsé, figurée dans la section « Vente urgente » d'une page interne d'agence immobilière. L'annonce disait « Vente directe par le propriétaire, papier en règle. Idéal pour rénovation ou location immédiate. Prix négociable pour acheteurs sérieux. » Je n'étais pas surpris. J'avais l'impression que les choses se déroulaient exactement comme l'avait prévenu mon oncle James. Lucas avait hypothéqué la maison pour financer ses investissements, et maintenant c'était au tour de la maison de payer le prix de l'illusion des chiffres auxquels il avait cru autrefois pour le propulser. J'ai envoyé l'annonce à l'équipe juridique de mon entreprise. 3 jours plus tard, l'offre a été soumise par l'une de mes filiales. Pas de nom, pas de lien personnel. Nous n'avons pas négocié, nous n'avons pas marchandé, ils n'ont pas demandé pourquoi la propriété était vendue. Nous avons payé rapidement. Je n'avais pas besoin d'une bonne affaire, j'avais juste besoin de récupérer ce qui m'avait été pris silencieusement et sans un mot. 1 mois plus tard, toutes les formalités administratives étaient terminées. La maison était maintenant officiellement à moi, au nom d'une société que j'avais moi-même créée. Lucas y habitait toujours, mais il n'en était plus le propriétaire. Selon le contrat, le propriétaire actuel n'a pas l'intention d'occuper immédiatement la résidence et autorise temporairement le précédent occupant à rester dans le cadre d'un bail commercial à court terme. Je n'ai jamais fait d'annonce officielle,
tout a été géré par l'intermédiaire d'une agence tierce. Le contrat était propre, les termes étaient clairs, il n'y avait rien à remettre en question. Lucas a continué à vivre dans cette maison comme si de rien n'était. Il sortait toujours de la maison chaque matin, vêtu d'une chemise parfaitement repassée, d'une mallette en cuir et d'un sourire poli. Je m'arrêtais toujours au même café, je faisais toujours un signe de tête aux voisins, je parlais toujours des projets en phase de restructuration du capital. Il a dit à ses connaissances qu'il louait temporairement quelques actifs pour maintenir les flux de trésorerie. Il a gardé l'image, et peut-être croyait-il que l'image seule le maintiendrait à flot. Cette maison, celle dont il m'avait autrefois expulsé, était maintenant l'endroit où il vivait jour après jour, ignorant qu'il payait un loyer à son frère qu'il considérait autrefois comme un fardeau. Je n'avais pas besoin qu'il le sache. Je n'étais pas là pour l'affronter ou me venger. Tout ce dont j'avais besoin était de garder la distance appropriée. Certaines personnes ont besoin de tout perdre pour enfin comprendre, et d'autres continuent à se tirer vers le bas jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à quoi s'accrocher. 6 mois se sont écoulés depuis le transfert de la maison à ma société. Lucas y vivait toujours, gardant toujours le même visage poli comme si tout était sous contrôle. Mais ensuite, la première fissure a commencé à apparaître, et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Le loyer est arrivé en retard un mois, puis un deuxième. Le bureau de gestion a envoyé des emails de rappel, aucune réponse. Les messages indiquaient « lus » mais sont restés sans réponse. Je n'ai rien dit. J'ai émis une courte directive, activé la clause de rupture, avis de paiement ou de départ. L'avis a été remis en main propre à Lucas et signé à la réception. Son message était clair, vous avez violé les conditions de paiement pour 2 cycles de facturation consécutifs. Veuillez payer le montant total dû, y compris les frais de retard, dans les 10 jours suivant la date du présent avis. À défaut, le contrat de location sera résilié. Le 9e jour, aucun paiement n'a été enregistré. Le système a lancé l'étape suivante, avis de résiliation de bail. Le bail prendrait officiellement fin 14 jours après la remise. Lucas n'a toujours pas répondu au pas d'appel, pas de mais, pas un seul mot d'explication. J'ai compris, et j'ai deviné ce qu'il pensait. Peut-être avait-il prévu d'attendre, comptant sur le nouveau propriétaire pour se radoucir. Parce qu'avec quelqu'un comme Lucas, chaque problème pouvait être retardé par un sourire poli et des excuses bien formulées. Mais cette fois, il ne restait plus personne à charmer. Le 15e jour, la société représentante a émis un avis de départ ou une demande formelle de quitter les lieux dans les 7 jours suivant la date de résiliation du bail. L'avis a été collé à la porte d'entrée, une copie papier a été envoyée par courrier recommandé, et une copie numérique a été envoyée par email avec accusé de réception. J'ai reçu le rapport récapitulatif par le biais de notre système de messagerie interne. Je l'ai ouvert, lui ai cliqué sur « Terminer ». Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas appelé, je n'ai pas vérifié si Lucas avait commencé à faire ses bagages. Je n'avais pas besoin d'être témoin de ses excuses précipitées, je n'avais pas besoin d'entendre un seul mot d'explication. Il y a plus de 4 ans, j'ai été expulsé de cette même maison un matin d'hiver sans choix, sans personne pour me dire au revoir, juste le claquement d'une porte derrière moi et le craquement de mes pas dans la neige. Maintenant, je faisais la même chose non pas par colère, ni par méchanceté, mais selon les règles, selon les termes du contrat, selon le langage exact qu'il avait signé lorsqu'il croyait qu'il ne serait jamais celui qui perdrait. Je n'avais besoin de personne pour me faire du mal comme je l'avais fait autrefois. Tout ce que je voulais, c'était que tout soit clair, encre noire, papier blanc. C'est tout. Ce soir-là, la neige a commencé à tomber tôt, des flocons légers et réguliers, comme si quelqu'un saupoudrait du sel sur les toits. Les rues étaient calmes, même la lueur jaune chaude des fenêtres semblait plus faible que d'habitude, froide, mais pas mordante, juste assez pour rendre une personne un peu instable si elle marche seule. J'ai fini tard au travail, rentrant chez moi par une vieille rue, celle où se trouvait la maison de maman, la maison qui était la sienne et qui est maintenant la mienne. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, mais en approchant du virage, mon pied a ralenti, la voiture a ralenti doucement, se rangeant sur le bord du trottoir de l'autre côté de la rue. Les phares sont restés allumés. J'ai coupé la musique et laissé le moteur tourner. Et puis je l'ai vu, Lucas. Il traînait des boîtes depuis le porche, un bonnet en tricot tiré bas, ses gants trempés à moitié. Il s'est baissé pour soulever une grande valise, sa veste était assombrie par la neige qui s'accrochait à son dos. Ses pas étaient lourds sur le chemin recouvert de blanc. Personne ne l'aidait, aucune voix ne venait de l'intérieur de la maison, seulement le léger cliquetis de la poignée de la voiture lorsqu'il ouvrait le coffre. Je l'ai regardé se pencher en avant,
fourrant un troisième sac dans le coffre, puis se redresser, la respiration en buant l'air, la poitrine haletante comme si le poids du monde venait de s'abattre sur lui en même temps. Il y a 4 ans, j'étais aussi là, sous ce même Porsche, mais c'était un matin d'hiver. La différence est qu'à cette époque, j'ai décollé dans un vieux SUV, toute ma vie était entassée à l'arrière. Et aujourd'hui, j'étais assis ici, les fenêtres levées, le chauffage allumé, et c'était lui qui se penchait pour partir. Je ne suis pas sorti, je suis resté assis là en silence, comme le dernier spectateur d'une pièce où l'acteur principal avait oublié de baisser le rideau. Après avoir chargé ses dernières affaires, Lucas a claqué le coffre, ajusté son manteau et a regardé la maison pendant précisément 3 secondes. Dans ses yeux, il y avait un éclair de regret profond et indéniable. Puis il est monté dans la voiture et a démarré le moteur. Ses feux arrière ont projeté une faible traînée rouge sur la neige avant de disparaître lentement dans le même virage où j'avais autrefois disparu de la vue de tous. Je suis resté là un peu plus longtemps, mes mains reposaient toujours sur le volant. Certaines choses, il suffit de les voir une fois de plus pour comprendre jusqu'où on est allé et pour être sûr que cette fois, c'est vous qui êtes assis dans la voiture, et non celui qui est laissé pour compte. Une semaine après le départ de Lucas, je suis rentré dans la maison qui a toujours été la mienne. Personne ne le savait, sauf mon oncle James. Il n'était pas surpris, il n'a pas essayé de me dissuader. Il m'a simplement regardé, puis a dit tranquillement, « Si tu reviens cette fois, ne vis pas comme un invité. » J'ai hoché la tête. Cette maison avait appartenu à maman, puis un temps à Lucas. Maintenant, personne ne l'appelait par son nom, et elle n'en avait pas besoin. Je vivais comme n'importe qui d'autre, j'allais travailler le matin, je rentrais le soir, j'arrosais les plantes sur le porche tous les week-ends. Mais le silence ou le vrai silence ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin de le nommer. Un après-midi de week-end, Madame Martha, la voisine âgée, est passée avec un sac d'oranges. « Noah, a-t-elle dit, je viens de voir Lucas passer. » Il s'est arrêté pour poser quelques questions, il pensait que la maison avait été vendue à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit par inadvertance que tu étais rentré. Tu aurais dû voir son visage, il s'est simplement figé. J'ai esquissé un petit sourire. Tout va bien, Madame Martha. Mais au fond, je savais qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas laisser le passé tranquille. Et comme je m'y attendais, 3 jours plus tard, Lucas est apparu. Après une série d'appels impatients, j'ai ouvert la porte et je l'ai vu, chemise blanche, cravate grise et chaussures foncées encore mouillées par la pluie. Il a esquissé un faible sourire et a parlé sur ce ton poli et artificiel, celui qu'il réservait généralement aux réunions avec les clients. Je ne suis pas surpris. Les voisins m'ont renseigné. Je n'ai rien dit. Il a continué tout de suite. Impressionnant. Je ne pensais pas que tu arriverais si loin, mais bon, je ne suis pas là pour discuter. Ne voulant pas poursuivre la conversation en plein air, je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le salon, 2 tasses de café sur la table. Je n'ai pas offert, il n'a pas bu. Lucas a regardé autour de lui, puis a baissé la tête, sa voix s'adoucissant. Je n'ai plus rien, Noah. Je sais que ce n'était pas parfait et égoïste, imprudent, mais si tu es la dernière personne de cette famille qui soit encore prête à écouter, je te demande juste une chance, juste une petite pièce, un coin, voire moins. Moins de 3 secondes se sont écoulées avant que je ne croise son regard. Ma voix était calme mais ferme. Non, Lucas. Lucas a levé les yeux, stupéfait, comme s'il ne m'avait pas bien entendu. Tu me hais à ce point. J'ai secoué la tête. Je ne te hais pas, mais je ne te dois rien non plus. À ce moment-là, son sourire narquois s'est estompé. Il a baissé les yeux à nouveau, parlant plus doucement. C'est moi qui portais cette famille, Noah. Maman m'a choisi, et te voilà, vivant dans cette maison comme si tu n'avais jamais été mis de côté. Je me suis figé pendant une seconde, mes mains se sont serrées en poing, puis se sont lentement relâchées. La violence ne résoudrait rien, alors j'ai répondu clairement, délibérément. Tu as raison. J'ai aussi été expulsé de cette maison par une nuit froide, mais aujourd'hui, c'est moi qui fais le choix, et je choisis de ne pas répéter tes erreurs. Lucas a rétréci les yeux, puis s'est dirigé vers la fenêtre, les mains dans les poches. Donc, tu penses avoir gagné, hein? Juste parce que ton nom figure sur quelques documents, tu es toujours le petit frère silencieux, meilleur pour cacher ses griffes. J'ai dit, rien. Il s'est retourné, ne suppliant plus. La vérité, c'est que je pensais que tu serais meilleur que ça,
mais tu gagnes de la seule façon que les perdants connaissent en inversant la vapeur. Pourtant, je n'ai pas répondu, j'ai gardé les yeux fixés sur un point, juste entre ses sourcils. Il s'est approché. Tu penses pouvoir vivre ici pendant que je rampe dehors et que personne ne va dire un mot? Crois-moi, Noah, je vais faire en sorte que toute la famille te regarde différemment. Je l'ai regardé dans les yeux, sans faiblir. Alors vas-y. Lucas a serré les lèvres, son regard s'est glacé, puis il a éclaté d'un rire sec. Merci, a-t-il dit. Tu viens de me donner tout le carburant dont j'avais besoin. Il s'est retourné, s'est dirigé directement vers la porte et est parti en claquant la porte. Ce soir-là, le clip est apparu en ligne un peu plus d'1 minute. Lucas, la tête baissée, la voix étranglée par l'émotion, tu es la dernière personne en qui j'ai encore confiance. J'ai fait des erreurs, mais peux-tu me donner une chance? Puis ma voix, nette, stable et froide, non. La vidéo s'est estompée avec une musique de fond triste, un éclairage doux et une légende dramatique, un frère aîné perd tout, demande à rester chez son petit frère, et voici la réponse qu'il a obtenue. La réaction du public a explosé. Toujours frère à la fin de la journée, il a juste demandé un endroit pour dormir. Il est devenu riche, il a perdu son cœur. Après que le clip soit devenu viral, je n'ai pas dit grand-chose au pas de long message, pas de réfutation point par point. Et je n'étais plus le même Noah que j'étais autrefois au doux, silencieux, facile à ignorer. J'ai posté une autre vidéo au pas de musique, pas de légende. Ce ne sont que des images brutes de la caméra de sécurité du salon. Le début est le même que la version de Lucas, mais ensuite est venue la vérité, les insultes, les menaces voilées, le sourire moqueur mot pour mot, seconde par seconde, clair, non édité, indéniable. Pas d'effet, pas de coupe, pas de drame, juste les faits. Peut-être n'a-t-il jamais réalisé que la première chose que j'ai faite après être rentré dans cette maison a été d'installer une surveillance discrète à haute résolution, non pas pour attraper quelqu'un, mais pour protéger tout ce que j'avais appris à construire et tout ce que je refusais de perdre à nouveau. La vidéo originale a disparu en moins de 48 heures. Le compte de Lucas a désactivé les commentaires, puis le message a disparu complètement. Les parents se sont tus, ceux qui l'avaient défendu se sont estompés aussi vite. Quelques personnes m'ont envoyé des messages, certains ont présenté des excuses, d'autres ont simplement envoyé un emoji de main jointe. Je n'ai répondu à aucun d'eux, je n'en avais pas besoin, car la vérité, lorsqu'elle est présentée dans son intégralité, se suffit à elle-même. 2 semaines plus tard, j'ai appris que Lucas avait vendu sa dernière voiture. Il ne lui restait plus rien. Après des jours de réflexion, j'ai pris une décision. Je lui ai envoyé le vieux SUV ou le modèle 2008, la seule chose que maman m'avait laissée dans son testament. À l'époque, je l'avais accepté comme un lot de consolation, mais au fil des ans, il est devenu la seule constante à mes côtés pendant les recherches d'emploi, les déménagements, les matins froids sans personne d'autre dans la voiture que moi, la respiration embuant le pare-brise. Une fois, j'ai dit à mon oncle James, si une personne pouvait ranger ses souvenirs dans un seul objet, alors cette voiture contient presque toutes les parties de ma vie. À partir du moment où j'ai cessé d'avoir une maison, il n'a pas ri, il a simplement posé une main sur le volant, a légèrement hoché la tête et a dit, alors garde-la en sécurité, et le moment venu, laisse-la rappeler à la bonne personne ce qu'elle a choisi d'oublier. Je n'ai pas rencontré Lucas, je n'ai pas conduit la voiture. J'ai autorisé un courrier pour gérer tout, le véhicule, les papiers et une enveloppe. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur, plus maintenant juste une seule feuille pliée, écrite à l'encre bleue, le jour où tu m'as jeté dehors, j'ai quitté cette maison avec cette voiture. C'était mon commencement, maintenant, c'est le tien. Je n'avais pas besoin qu'il réponde, je me fichais qu'il le lise attentivement ou non. Je ne cherchais pas de remerciements, et je n'attendais pas d'excuses, car maintenant je comprenais, certaines personnes ne sont pas faites pour parcourir le reste du chemin avec vous, et le pardon ne consiste pas toujours à ouvrir votre cœur, il s'agit parfois de fermer enfin la porte. Ce soir-là, je suis monté au grenier et j'ai parcouru quelques vieilles boîtes de maman. J'ai trouvé une photo de famille dans une boîte en carton jauni prise il y a plus de 20 ans, mes parents, Lucas et moi, le plus jeune, debout près du bord du cadre, le visage à moitié souriant, le regard légèrement détourné de l'appareil photo. J'ai enlevé la fine couche de poussière et j'ai essuyé le cadre avec ma manche. La petite fissure dans le coin inférieur était toujours là. Je l'ai laissée telle quelle au pas de ruban adhésif, pas de nouveau cadre. Je l'ai accrochée au bout du couloir, juste là où maman avait l'habitude de garder son calendrier de bureau catholique, non pas avec cérémonie, ni avec révérence, pour garder une partie de moi-même, non pas pour rappeler à qui que ce soit le bien ou le mal,
mais pour me rappeler que j'y suis arrivé et que je suis toujours là. Et avant de terminer cette histoire, je veux vous demander, mes chers auditeurs, que feriez-vous si un jour la personne qui vous a autrefois regardé de haut revenait mendier pour rester sous le toit que vous avez reconstruit à partir des décombres? Et le pardon doit-il toujours s'accompagner d'une poignée de main, ou le fait de s'éloigner en silence est-il déjà une réponse assez forte? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais connaître votre point de vue. Et si cette histoire vous a rappelé vous-même ou quelqu'un que vous étiez autrefois, abonnez-vous pour entendre des histoires plus honnêtes, brutes et réelles. Merci d'être là. Prenez soin de vous, et je vous retrouve dans l'histoire suivante.